Face à face, le podcast de la Faculté des sciences sociales de l'Université de Liège. Les technologies galopent, elles se développent très vite et ce développement rapide est appuyé par un discours qui promet le changement radical de la société, le changement radical des soins en psychiatrie, le changement radical en termes de gestion du bien-être. Or, comment est-ce qu'on peut penser ces changements radicaux en faisant un pas de côté hors des cultures qui pensent que ce changement est naturel et qui va dans le sens du progrès en fait? Mon nom est Séverine Marron. Aujourd'hui, dans Face à Face, nous recevons Gaëtan Absil, anthropologue. Dans le cadre de ses recherches, il s'est intéressé à un phénomène en pleine expansion, l'usage des technologies numériques dans le domaine de la santé mentale. Application de méditation, consultation psy-assistée par intelligence artificielle, thérapie immersive en réalité virtuelle, ces pratiques soulèvent de nombreuses questions sur nos rapports à la technologie, à la santé et à l'humain. Pendant une quinzaine de minutes, Gaëtan Absil nous partage son projet et ses découvertes. Pour commencer, je vous propose de vous présenter et de nous parler de votre parcours. Bonjour, je m'appelle Gaëtan Absil, je suis enseignant et chercheur à la Haute École Libre Mozane dans le département social. Je suis aussi chercheur associé au LASC ici à la FAS. J'ai commencé à travailler dans des questions de santé au début de ma carrière, notamment au Centre pour l'égalité des chances. Et puis cette thématique de la santé, elle ne m'a pas vraiment quitté tout au long de ma carrière. Et puis j'ai eu la chance de faire une recherche sur les questions de prostitution en lien avec la Haute École Libre Mozane. Et à partir de ce moment-là, j'ai aussi été invité à rejoindre l'équipe de la Haute École, notamment pour développer le pôle recherche du département social. On sent que cette question du lien entre santé et société traverse vraiment tout votre parcours. Mais à quel moment est née l'envie ou l'occasion de vous lancer dans une thèse de doctorat? J'ai eu la chance de rencontrer le professeur Font-Armand de Paris-Sorbonne, avec qui j'ai déjà collaboré dans un projet transfrontalier sur les questions de promotion de la santé mentale. Et elle était revenue vers moi alors il y a quelques années pour pouvoir me permettre de faire l'évaluation du projet IT for Anxiety. Et à travers l'évaluation de ce projet, la possibilité de réaliser une thèse de doctorat. Et ce projet, alors, vous amène à un terrain que vous ne connaissez pas encore, les technologies numériques en santé mentale. Comment est-ce que vous découvrez ce domaine? Alors, il y avait eu déjà des bribes de recherche, d'échos sur les objets connectés, sur la gestion des problèmes cardiovasculaires, etc. Mais je n'avais pas du tout l'idée qu'il y avait des applications spécifiquement dédiées à la santé mentale, ni l'idée qu'on pouvait déjà envisager des thérapies qui étaient quasi guidées que par des machines et par des intelligences artificielles. Et donc, de manière très anecdotique, j'ai reçu un coup de fil dans mon bureau. On m'a dit, mais il y a ce projet-là, on a déjà travaillé ensemble, c'était le professeur Font-Armand, sur l'évaluation du projet PPSM, promotion de la santé mentale. Est-ce que tu serais intéressé de rentrer dans le projet IT for Anxiety pour évaluer ce projet sur l'utilisation des nouvelles technologies pour la santé mentale? Parce que une de mes autres compétences, c'était les questions d'évaluation. Parce que j'ai beaucoup travaillé en fait sur les questions d'évaluation, comment on les fait, comment on les rend participatives, comment on construit l'évaluation directement avec les partenaires impliqués dans le projet et avec les publics. Et c'est ce point de vue-là sur l'évaluation qui intéressait le projet, pour faire de l'évaluation quelque chose qui devait dynamiser le projet, le questionner sur son sens et peut-être amener des choses auxquelles les partenaires n'avaient pas encore pensé. Alors ça a été assez amusant parce que les premiers échanges que j'ai eu avec le projet, j'ai reçu des visuels et le visuel était très technologique et envoyait une tête stylisée avec fond bleu, avec une puce dans le crâne et ça m'a un peu stimulé, hein. J'étais un peu émerveillé, je me dis: «Waouh, ça va être un projet incroyable, on va parler de choses très, 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 très pointues», alors qu'effectivement, les outils et les machines d'e-santé mentale, ce sont principalement dans l'usage des soignants et des patients, plutôt, les applications style Petit Bambou ou les objets connectés pour monitorer quelques paramètres, biomédicaux. Mais j'ai découvert beaucoup d'autres choses en fait, parce que l'e-santé mentale, qui est le cœur de ma thèse, c'est quelque chose d'assez large
et ça concerne en fait l'utilisation des technologies numériques pour tout ce qui concerne les soins, la prévention autour des problèmes de santé mentale. Et donc, le dossier numérique du patient, c'est de l'e-santé mentale. Le casque pour faire des EEG, qui est piloté par une machine ou qui est en lien avec un logiciel, c'est de l'e-santé mentale. Petit Bambou, c'est de l'e-santé mentale, mais un adolescent qui va se confier à ChatGPT parce qu'il est isolé, il ne sait pas très bien vers qui se tourner, c'est aussi de l'e-santé mentale. Et donc on a un spectre assez large en fait d'outils, de machines qui font déjà un peu en partie du quotidien et d'autres qui sont en pleine création et en pleine construction. Certaines sont déjà anciennes, comme la réalité virtuelle, en fait. Elle est très utilisée dans les thérapies d'exposition pour soigner les phobies et certains troubles. Bah, c'est de l'e-santé mentale, mais déjà un peu validé, installé. Tandis que les thérapies vraiment pilotées par la machine et par l'intelligence artificielle, ça sont en développement, de même que tous les outils qui permettent de capter les ondes cérébrales pour monitorer les humeurs, etc. Ça est aussi plutôt en cours de développement. Avec tout cela, on sent que vous arrivez sur un terrain très mouvant, très rapide. Avec votre regard d'anthropologue, comment est-ce que vous vous êtes positionné face à ces technologies? A priori, dans le monde médical, dans le monde des développeurs IT, dans le monde des informaticiens, etc., il n'y a pas une place évidente, en fait, pour les sciences humaines et sciences sociales. Même si on pressent bien qu'ils peuvent en avoir un avis intéressant, bah, c'est un avis un peu minoritaire, et donc trouver des solutions pour le faire valoir, pour qu'il soit pris en compte, et pour que ça puisse enrichir les discussions autour du développement de ces outils était vraiment déjà assez important pour moi. J'étais aussi très intéressé à travers ce projet IT for Anxiety de regarder comment on pouvait réfléchir à évaluer à la fois les projets où se développent les nouvelles technologies, mais aussi ces nouvelles technologies, non pas à partir des référentiels qui existent déjà, qui sont produits par le développement IT, pour le dire comme ça, ou par le développement économique, mais avec des outils qui sont propres à l'anthropologie pour permettre en fait une multiplication des perspectives sur ces objets qui ont une caractéristique de générer de la disruption, en fait. Et c'était bien ça, un des problèmes auxquels on a été confronté, c'est que les technologies galopent, elles se développent très vite, et ce développement rapide est appuyé par un discours, en fait, qui promet le changement radical de la société, le changement radical des soins en psychiatrie, le changement radical en termes de gestion du bien-être, à travers ces différentes technologies. Or, comment est-ce qu'on peut penser ces changements radicaux en faisant un pas de côté hors des cultures qui pensent que ce changement est naturel et qui va dans le sens du progrès, en fait? Est-ce qu'on est encore légitime de dire, bah, on peut peut-être faire une petite pause sur le progrès pour réfléchir à où il nous emmène, en fait, pour ne pas que ce soit le développement technologique qui dirige, en fait, les évolutions autour de la santé mentale. La santé mentale, maintenant, on l'a bien vu, c'est reconnu, c'est de plus en plus fréquent, notamment chez les jeunes. Et ben, si c'est fréquent, c'est en même temps un problème de santé publique, et il faut le prendre en compte. Et comment ces technologies peuvent participer à une meilleure gestion en termes de santé publique, et à quelles conditions aussi. Mais s'il y a un problème, c'est aussi potentiellement un marché. Et du coup, bah, effectivement, est-ce que c'est légitime de transformer du mal-être en marché? Et à quelles conditions ça peut le faire? Puisqu'on sait bien quand même que si on veut développer les technologies, bah, il faut des partenariats, peut-être publics, privés, mais à quelles conditions éthiques, en fait, on va accepter ces partenariats? Pour faire quoi? Pour faire quel type de technologie? Et surtout, comment impliquer les patients, les différents acteurs dans le développement de ces technologies pour être certain qu'elles répondent à leurs besoins et non pas à des enquêtes ou des constructions commerciales. Quand on voit des jeunes qui s'autodiagnostiquent ou des personnes qui se confient à des chatbots comme à un psy, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, ce qui est inquiétant, c'est de se rendre compte que ces outils sont réputés remplacer les thérapeutes humains, alors qu'en fait, l'idéal, ce serait de penser comment ce sont justement des outils qui permettent aux thérapeutes humains ou aux patients de travailler, peut-être dans une relation tripartite, hein. Peut-être que maintenant, ce qu'on appelle le réseau thérapeutique du patient, c'est peut-être les soignants humains, la technologie, lui-même, mais ça n'exclut pas éventuellement des rites magiques ou des choses comme ça. C'est pas un problème. On peut être très divers dans ces réseaux thérapeutiques.
Mais à l'heure actuelle, effectivement, les technologies, notamment ChatGPT, les applications, peuvent avoir tendance, en fait, à enfermer la personne dans ses problèmes en ne lui permettant pas suffisamment rapidement d'avoir un contact avec un soignant humain. Et le danger, c'est qu'en fait, bah, les personnes se confirment dans leur autodiagnostic. On sait à l'heure actuelle que maintenant, bah, notamment chez les jeunes, ils ne disent plus vraiment: «Je ne vais pas bien». Ils sont déjà dans le diagnostic d'eux-mêmes, via des choses qu'ils ont appris, via la percolation du discours, psychiatrique, le discours sur les troubles, et donc ils peuvent aller chercher des confirmations, en fait, là où un soignant humain pourrait relativiser, pardon. Là où un soignant humain pourrait relativiser et où il pourrait mettre, peut-être en place des choses pour accompagner et pas, laisser la personne s'auto-soigner. C'est presque comme si j'avais un problème, de diabète et puis, j'essaye de m'auto-soigner avec, de la médecine par les plantes ou en allant chez le pharmacien ou en pratiquant un régime, mais sans contrôle médical et sans avis. Or, quand il s'agit d'un trouble ou d'une maladie mentale, je pense que la présence du professionnel est vraiment nécessaire. Et c'est pour ça que le projet au début, le projet IT for Anxiety était très centré sur le développement technologique et puis au fur et à mesure du projet, ben, on s'est quand même bien rendu compte qu'il fallait plutôt, penser d'alliance en fait ou de place de la technologie dans les pratiques existantes. Le deuxième problème, c'est qu'on ne peut pas modéliser toutes les thérapies en fait avec l'informatique. C'est-à-dire que toutes les thérapies fondées sur le symbolisme, sur la parole, et cetera, sont juste impossibles. ChatGPT n'est pas un psychanalyste, il n'entre pas en écho avec la personne et il n'entre pas vraiment en empathie, même si c'est contrôlé. C'est l'utilisateur qui imagine en fait que la machine est empathique. Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va avoir des thérapies qui sont modélisées sous la forme de thérapies comportementales ou sous la forme de thérapies qui sont liées au biomonitoring des maladies mentales, avec un renforcement de cette idée que la maladie mentale est un problème de cerveau et pas un problème de société ou un problème plus global pour la personne. Ah bah, et donc du coup, il y a un paradoxe, c'est que en même temps, les machines permettent une facilité d'accès, parce que je télécharge l'application et puis j'ai accès à quelque chose, mais en même temps, j'ai accès tout le temps à la même chose et finalement, bah, le patient, il est aussi potentiellement enfermé dans une offre assez restreinte. Et une des questions un peu transversales dans le projet qu'on a souvent discuté, c'est: «Mais finalement, il vaut mieux quoi, aller se promener en forêt ou vivre, une expérience de forêt via la réalité virtuelle? Est-ce qu'il vaut mieux un chat robot ou un vrai chat?» À partir de quand, en fait, est-ce qu'on n'enferme pas les gens dans des relations qui sont un peu pauvres et un peu trop stéréotypées, en fait, dans ce qu'elles pourraient apprendre ou réapprendre par rapport à leur établissement en santé mentale? Après cette thèse, après toutes ces observations, qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Comment est-ce que vous voyez la suite? Mon envie, c'est de continuer dans la thèse. Alors, c'est un projet qui a déjà un peu débuté, qui serait de travailler de manière collective et participative la construction de critères pour que les professionnels et les utilisateurs puissent, mieux situer les objets technologiques avec lesquels ils s'engagent dans une relation thérapeutique. Et le faire en s'appuyant sur la thèse, en considérant ces objets, en fait, comme si c'était des personnes, pour le dire ainsi. Et finalement, en leur posant des questions assez simples, hein: «Qui es-tu? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu veux? Et est-ce que ce que tu veux me faire me convient vraiment, en fait? Et combien tu vas me coûter?» Que ce soit en temps de travail implicite pour le patient ou que ce soit en termes de données, ou d'abonnement. Et ce travail-là, il a déjà un petit peu commencé avec des réseaux de santé mentale et ça, je trouve que pouvoir convertir une partie de sa thèse dans quelque chose qui peut avoir un effet ou qui peut être récupéré et retravaillé par des acteurs de terrain, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Parce que je ne vois pas du tout la recherche déconnectée, en fait, de son utilisation par les personnes ou par les acteurs de terrain. Et puis l'autre, idée aussi, ben, c'est de pouvoir, peut-être redévelopper des axes de recherche, au sein de la haute école, mais aussi en partenariat avec, l'université autour des questions de santé mentale. C'est assez passionnant de travailler sur des objets comme ça parce qu'ils sont très mobiles, ils évoluent tout le temps et ça a été un vrai défi de trouver un vocabulaire, une manière de faire, une manière d'appréhender ces technologies
en essayant d'être certain que les résultats de la thèse ne soient pas déjà invalidés à la fin par les avancées technologiques. Ce qu'on a pu dégager à travers la thèse, mais en relation avec les partenaires, ça je dis on, je pense qu'on n'est jamais tout seul dans la rédaction d'une thèse ou dans nos projets de recherche. Je pense que c'est assez stable et c'est assez stable même pour résister aux avancées de l'intelligence artificielle parce que finalement, en ramenant les technologies à quelque chose de plus humain, dans une culture plus humaniste, un peu inspirée d'Hannah Arendt et d'autres courants, on dépasse un peu cette disruption ou cette temporalité très rapide des technologies en fait. Merci beaucoup Gaëtan Absil pour cet échange et merci à vous d'avoir écouté Face à Face. Retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle plongée dans la recherche en sciences sociales à l'Université de Liège.